Pourquoi est-ce que Atlanta a fait ce trade? Pourquoi est-ce qu'Atlanta a voulu lâcher Dejounte Murray? Bon, je pense que on peut qualifier, sans être trop sévère avec le joueur, mais en tout cas, on peut qualifier ce passage et ce projet comme un échec. La période Trae Young et Dejounte Murray est un peu un échec, et c'est pas non plus pour dire j'avais raison, parce que bon, c'est jamais bien de dire j'avais raison. Moi, je fais plutôt des trucs pourquoi j'avais tort. c'est plus marrant. Mais bon, c'est vrai que pour le coup, on a eu un peu confirmation de tous les doutes qu'on avait émis il y a 2 ans à l'arrivée de Dejounte Murray. Je crois que le podcast que j'avais fait un peu à l'époque, ça s'appelait le mythe du stopper défensif, le trade de Dejounte Murray à Atlanta, et le mythe du stopper défensif, un truc comme ça. Et c'est vrai que, bon, c'est quand même assez facile à lire. À l'époque, la lecture qui avait été faite, on avait affaire avec une équipe très offensive, avec Trae Young, Kevin Huerter, etc., qui sortaient de finale de conférence 2021. Surprise, mais tout de même, bon, ok. 2022, ils avaient été un peu décevants, mais grande saison offensive, ça on pouvait pas leur retirer. Et c'est vrai que le but à l'époque de ce transfert, c'était clairement la défense. En tout cas, c'était un peu l'idée, mais c'était un peu... Bon bref, je vais détailler. La défense d'Atlanta, 2022, très bonne attaque, excellentissime saison de Trae Young d'ailleurs, 2022. Mais par contre, la défense était 26e. 26e défense de NBA, donc 26e sur 30, hein, c'est extrêmement mauvais. Et Dejounte Murray est arrivé et on a fait 21e au defensive rating et 26e. Les 2 années avec Dejounte Murray, 21e defensive rating et 26e. Et là, je vous entends déjà me dire « Oui, mais c'est pas que lui, la défense. » Et en fait, je suis d'accord. Je suis d'accord, et c'était même tout le propos de l'époque. Le propos en 2022, et à l'époque du trade, c'était même tout le propos de dire « Bah non, un défenseur de ligne extérieure on-ball ne fait pas une défense. » Alors que on avait un peu l'impression que c'était ça le but caché, en un sens, hein, cet échange avec Murray. C'était un peu l'idée de, vous savez, le côté... on va pouvoir avoir Dejounte Murray, vu qu'on a Trae Young qui est un mauvais défenseur, on met Dejounte Murray à côté, comme ça on permet de cacher Trae Young, et on va pouvoir envoyer Dejounte Murray sur les fameuses missions défensives, un terme que j'aime pas du tout, parce que ça correspond plus trop à la NBA d'aujourd'hui. Et voilà, ce que je développais aussi il y a 2 ans, c'était un peu cette idée le mythe du stopper, c'est que dans la NBA d'aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça. La NBA a évolué, comparé à la NBA très match-up qu'on a pu connaître dans les années 90 et 2000 surtout, mais ça marche plus comme ça. Donc je pense que le raisonnement de se dire on va mettre un bon défenseur parce qu'on a Trae Young qui est mauvais, donc on met un bon défenseur à côté, comme ça Trae Young fait l'attaque et puis Dejounte Murray aussi, mais surtout la défense, le meneur adverse va être défendu par Dejounte Murray. En fait, c'est quand même plus complexe que ça aujourd'hui, dans le sens où déjà, très simplement, premièrement, il y a la chasse au mismatch aujourd'hui en NBA. Donc si tu mets Dejounte Murray, je sais pas moi, sur Lillard, bon t'es gentil, mais Lillard il appelle un écran, il fait monter sur l'écran Trae Young et puis il obtient le switch, ou alors ça switche pas, Trae Young ne switche pas, mais il fait un edge et un edge and recover. Mais donc vu que ça switche pas, il y a un décalage, et donc le poseur d'écran peut glisser au panier ou en pick and pop, ou en tout cas il y a un décalage. Donc soit tu fais une chasse au mismatch assez basique et tu punis un non-switch, ou alors tu obtiens le switch que tu veux, voilà. Ou même en fait, il y a aussi dans la NBA actuelle le fait de pouvoir cibler des défenseurs en dehors de face au ballon. Et donc c'est aussi là-dessus en partie que le mythe de on va mettre Dejounte Murray qui va être en mission défensive et cacher Trae Young ne marche pas, parce qu'aujourd'hui des mauvais défenseurs peuvent être totalement ciblés en tant que défenseurs off-ball. Ça arrive régulièrement qu'on place Jaylen Brown dans ce rôle du défenseur off-ball. L'exemple qu'on prend à chaque fois, mais parce qu'il était extrêmement marquant, c'est Chris Paul et sa séance du pick and roll à l'époque des Suns, qui avait attaqué Michael Porter Jr. qui était mauvais à l'époque, il est mieux depuis, mais en 2021, il cible encore et encore et encore Michael Porter Jr. en tant que défenseur off-ball. Le mec qui est loin du ballon, qui doit faire la rotation au panier, enfin, qui est un peu déchiré entre je fais la rotation au panier ou alors je reste sur le shooter. Et donc Chris Paul et les Suns s'étaient beaucoup amusés avec ça. Et donc voilà, Trae Young, c'est un peu pareil. Même si, admettons, alors que c'est pas le cas du tout, mais admettons que les soucis on-ball soient réglés. Comme dit, c'est pas le cas, mais admettons. Mais en fait, il reste quand même tout l'aspect de défense off-ball, ou dans la NBA actuelle avec plus de mouvements, des schémas défensifs qui doivent être plus polyvalents. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut répondre aussi aux mouvements offensifs. Donc ta défense doit être elle-même très polymorphe, très dynamique, et puis le danger peut venir de partout. Et puis quand tu as un pick and roll, il faut que le mec qui vient depuis le côté faible ou depuis l'aile, ils doivent gérer des rotations, faire des close-out, etc. Donc finalement, je pense que un mauvais défenseur off-ball, tu peux pas trop le sauver. En tout cas, pas avec Dejounte Murray. Et donc c'est de là qu'était un peu venu le titre, hein, le côté le stopper défensif, et pourquoi ça, c'est pas une très bonne idée, parce que dans la NBA actuelle c'est plus possible. Ok, donc ça c'était un peu le constat de base, et donc c'est pour ça que je dis je cite le defensive rating avec Dejounte Murray 21e et 26e, c'est aussi mauvais qu'avant son arrivée.
Donc, si vous me répondez, mais oui, mais en même temps, le defensive rating, c'est pas que Dejounte Murray, j'ai envie de vous dire, mais oui, mais c'est tout mon propos, justement. C'était tout le propos de l'époque, c'était de dire, mais ça marche pas comme ça, quoi. On peut pas faire un plug and play défensif comme ça avec un extérieur. Et avec un extérieur off-ball. Si tu avais mis Rudy Gobert, ok, ça aurait changé les choses, sans doute, parce que un intérieur a à ce point un impact défensif, mais un extérieur, non. Donc, voilà, ça c'est aussi là-dessus où je pense que c'est un échec en partie. Et donc, on n'a pas l'apport défensif rêvé ou souhaité de compenser les manques défensifs de Trae Young pour permettre que l'équipe soit meilleure en défense, ok. Et dans le même temps, donc, s'il y a plein la défense, il nous reste un peu l'attaque. Et c'est vrai que l'apport offensif était moyen intrinsèquement, mais aussi moyen relativement à son contexte et aux Hawks, finalement, parce que on a quelqu'un dont le scoring on-ball n'est pas si efficace que ça, au final. Alors, ça dépend des cas, on va voir, mais globalement, on n'a pas à faire un score efficace du tout, mais qui pourtant a un plutôt bon volume. Donc, c'est-à-dire qu'un mec qui prend beaucoup de ballons, qui va scorer moins efficacement que la moyenne, finalement, à quel point t'as pas intérêt juste à qu'il n'existe pas, en fait, hein, que ce soit des role-players qui prennent des tirs ou que tu fasses tourner, que tu fasses un peu plus parler du collectif plutôt que lui. Bon, bref, ça, il y a un peu l'aspect d'efficacité qui est majeur, hein, comme dit, un sport à somme nulle comme le basket, l'efficacité est reine, c'est la base de tout. Allez voir, c'est la scène dans Moneyball, vous savez, le He Gets on Base. Bon, voilà. C'est aussi simple et aussi basique que ça. Donc, il y a le scoring on-ball, ou en tout cas avec la balle. Il y a aussi le fait que, contextuellement, chez ces Hawks, c'est un mec qui n'a pas trop de shoot à 3 points, en tout cas pas à des tonnes. Donc l'aspect aussi de menace off-ball à 3 points était pas trop là, vraiment pas. Surtout quand quand Trae Young avait la balle, on voyait qu'il y avait des schémas où les mecs l'abandonnaient, clairement. Donc ça n'aidait pas Trae Young. Et puis son playmaking est sympa, mais c'est pas trop de playmaking créatif, en fait, avec Dejounte Murray. On n'est pas du tout même chapeau que Trae Young, que des mecs comme ça. Je pense qu'on a un passeur qui a fait beaucoup de progrès par rapport à son époque où c'était que un défenseur, mais qui reste un peu un passeur académique, je trouve. Donc la plus-value n'était pas non plus énormissime, pour le coup. Mais bref, donc en plus de ça, on avait son attaque qui intrinsèquement était bof, finalement, mais qui en plus, donc contextuellement, venait un peu aussi désoptimiser Trae Young. Parce que quand Trae Young avait la balle, il n'avait pas un bon spacing, mais surtout, quand tu donnes la balle, sur les ballons des Dejounte Murray, ça veut dire que c'était Trae Young qui était off-ball. Et en l'occurrence, Trae Young off-ball, c'est pas hyper bon non plus. C'est un peu meilleur shooter à 3 points, tout de même, oui, on est d'accord. Mais la valeur de Trae Young, c'est pas de l'avoir off-ball. Donc, toutes les possessions où finalement c'est Dejounte Murray qui avait la balle et qui opérait, t'avais Trae Young off-ball, c'est des possessions où tu tires pas totalement, même pas du tout la valeur de Trae Young sur le terrain, en fait. Donc, en un sens, avoir un autre porteur de balle un peu majeur à côté de Trae Young, tu désoptimises Trae Young. Tu n'as pas le rendement maximum que tu pourrais avoir, au final. Donc, sans doute que l'idée, aussi, avec cet échange pour Atlanta, c'est de revenir à l'idée de base, un peu, on va retourner à fond dans ce qu'on appelle l'héliocentrisme, donc un terme qui désigne un terme d'astrophysique, où tout tourne autour d'un objet physique, une planète ou autre. Et donc en NBA, c'est tout tourne autour de Trae Young. Voilà. On revient un peu sur ce modèle-là qu'on avait connu avant, où, ok, il y avait Kevin Werther, mais on était beaucoup sur l'héliocentrisme de Trae Young qui fait tout. Là, on échange Dejounte Murray, pas contre un porteur de balle, contre des role-players, et donc on va retomber sur une attaque 100% Trae Young, ou en tout cas en grande partie héliocentrique. Ok. Bon, ça c'était un peu le pourquoi pour Atlanta. La défense et l'attaque. Le pourquoi pour les Pelicans, je vous le garde pour après, évidemment, mais je veux quand même un peu rester sur Atlanta et finir. Atlanta, quel est un peu le truc, quels sont un peu les autres éléments qu'on peut évoquer dans cet échange. Bon, déjà, il y a le fait que se débarrasser de Dejounte Murray, en soi, c'est un plus, pas que par rapport à lui, c'est pas lui le joueur qui est très mauvais, c'est aussi contextuellement et dans cette équipe-là, avec ce fit-là, le fit n'était pas si bon que ça, donc ça c'est un plus pour moi. Mais en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que tu perds pas grand-chose dans l'échange, au final. Et en fait, je dis ça pourquoi ? Parce que faut se souvenir que le trade en 2022, le prix est très 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 élevé pour Dejounte Murray. Le prix en 2022, c'est 3 futurs premiers choix de draft, plus un swap, c'est-à-dire un échange de pics. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a la règle en NBA où tu peux pas échanger, par exemple, tu peux pas échanger dans le futur le choix 28 et 29, 2028-2029, tu peux pas échanger de choix consécutifs. Donc la règle qu'ils ont trouvée, l'astuce, c'est t'échanges 28 et 30, et le 29, tu fais un swap, c'est-à-dire tu donnes pas ton pic
Juste, tu offres la possibilité à l'autre d'échanger son pick avec toi. C'est-à-dire que c'est pas Atlanta qui donne le pick et donc les Spurs ont 2 picks. C'est juste, bon ben, les Spurs, tu pourras choisir le meilleur choix entre le mien et le tien. Voilà. Mais donc c'est un peu une manière contournée. Grosso modo, on peut dire que c'était quasiment 4 premiers tours de draft pour Dejounte Murray. C'était un prix énorme. Vraiment. Alors, cet été-là, il y a eu d'autres prix assez conséquents, notamment Rudy Gobert, et certains parlent encore du prix de ce trade. Mais voilà, il y a eu un peu flambé du marché, et clairement, pour moi, il y avait un surpayage assez évident de la part d'Atlanta pour Dejounte Murray, et même on était au point où, non seulement ils avaient surpayé, mais en plus, on l'avait dit, le fit était pas top, donc en plus, pour le côté le rééchanger, ça va être compliqué, parce que il sera pas optimisé, il sera pas dans les bonnes conditions, qui va vouloir d'un Dejounte Murray qui a cette valeur-là, etc. Bon, ça allait être compliqué, et au final, bah, je trouve qu'au final, Atlanta fait plus que bien s'en sortir, en fait. Hein. Ils ont un retour qui est de très grande qualité, à mon sens. Donc, en fait, ça vient totalement sauver, entre guillemets sauver, le trade de 2022 qui me paraissait assez contestable, pour le coup. Là, tu as 2 futurs premiers tours de draft, donc pas que des géniaux, on est d'accord, on l'a détaillé, hein, ça pourrait être 20 et 25, hein, clairement, mais c'est quand même 2 futurs premiers tours de draft, plus Tyson Daniels. Je sais pas quel est votre avis sur lui, mais moi je suis assez chaud. Donc c'est aussi un jeune talentueux. Bah franchement, ce package-là, moi je peux le dire, hein, pour moi c'était inespéré. Je connais pas non plus toutes les nuances et parfois on est surpris par le marché, mais je pensais pas qu'il y aurait une telle offre. Mais on va y arriver hein, sur le prix de pourquoi est-ce que les Pelicans ont mis ce prix-là. On va y arriver. Et bon, pour le coup, il faut aussi dire que moi j'ai quand même beaucoup critiqué Atlanta et pas que moi, on est quand même beaucoup à critiquer Atlanta et surtout depuis 2022 en fait. Avec ce trade, ce surpayage, pardon, je sais même pas si ça se dit, c'est pas très beau comme mot. En tout cas, ils ont surpayé pour Dejounte Murray et c'était un peu le pic de, je vais pas dire l'incompétence, mais un peu le paroxysme des mauvais moves d'Atlanta à l'époque, donc cet échange de Dejounte Murray aux Hawks. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'on connaissait le contexte autour qui était une histoire bizarre avec le GM qui était à la base Travis Schlenk, si vous vous souvenez bien, qui arrive en 2017 chez les Hawks. Et de suite, il y a cette idée de, souvenez-vous, un peu construire Golden State 2.0. Il y avait cette idée qui avait un peu flotté, notamment parce que lui a été assistant GM aux Warriors entre 2005 et 2017. Donc, il y a pas mal de bons coups chez les Warriors en tant qu'assistant GM où il a participé, hein, tout ce qui était draft de Draymond Green au 2e tour, Festus Ezeli, etc. Enfin, voilà, tous les Warriors qu'on connaît. Il était a priori, apparemment, il était loué pour ça, pour ce côté évaluation de joueurs. Et puis, surtout, il draft Trae Young, qui... Aujourd'hui, on le connaît un peu plus, mais à l'époque de la draft, il y a un peu cet aspect de « Oh, il a un pull-up comme Stephen Curry ». Je caricature, mais il y avait un peu de ça quand même à l'époque. Donc voilà. Et puis, il y a aussi eu le coup de Kevin Huerter, draft 2018 également. Voilà, là encore, on a fait, vu qu'il a ce background de Golden State et vu que ça fait un peu Curry, Klay Thompson, Trae Young, Huerter, il y avait un peu scié, mais bon, au-delà de cette idée un peu caricaturale du nouveau Golden State, bon, il y a quand même de bons moves. Et d'ailleurs, avec de la réussite, on est d'accord, mais les équipes qu'il a construites étaient quand même pas mal, quoi. Entre les finales de conférence surprise, parce que l'effectif est bancal, mais tu tombes contre des Sixers pas bons, qui n'ont pas très bien performé, tu passes. Voilà, il y a quand même pas mal de bonnes choses faites par ce GM. Et le truc, c'est que 2022, non seulement on a ce trade qui est mauvais, mais en plus, on est un peu en plein milieu de l'histoire un peu bizarre. Il se fait virer. En tout cas, il est un peu mis sur le côté par la franchise, par Atlanta. Notamment parce qu'il y a le fils du propriétaire qui veut un peu se mêler de tout ça. Bon, c'est jamais bon signe, hein, parce que lui, pour le coup, il n'a pas le bagage, il a passé 15 ans en tant qu'assistant GM, hein, pour le coup. Donc, il y a le fils du propriétaire qui vient là-dedans. Il y a Landry Fields qui est nommé GM, alors que Landry Fields, l'ancien joueur, hein, coqueluche des Knicks à l'époque, mais qui avait fait, il a fait quoi 5 ans, peut-être un peu plus, en tant que dans la franchise des Spurs, mais pas du tout assistant GM, hein, je crois pas, ou en tout cas, pas l'assistant star GM. Et donc, il est nommé là-dessus, mais aussi parce qu'il a des relations avec le fils du propriétaire, etc., etc. Bref. Donc on était un peu dans le paroxysme de c'est mal géré. Et c'est un peu dommage, parce qu'ils avaient bien commencé, et puis il y a le fils du propriétaire qui va ramener sa graine, on fait virer Travis Schlenk qui avait fait un bon boulot, il y a Landry Fields, il y a ce trade qui est clairement un peu surpayé, et il y avait un peu ce côté de, quand t'es le fils de propriétaire et que t'es un fan lointain de NBA, tu t'y connais pas, tu vois les points par match, et tu vois la défense, tu vois les highlights, mais tu vois pas la complexité aussi du joueur, l'efficacité, ou plein d'autres paramètres comme ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que, pourquoi est-ce que je raconte un peu tout ça? C'est pour dire que, franchement, depuis un an, c'est assez remarquable.
Je trouve que depuis un an, on n'est pas du tout dans cette caricature de plein de mauvais choix qui s'accumulent. Je trouve qu'il y a pas mal de bonnes choses en fait, qui sont faites depuis quelques mois à Atlanta. Ce trade-là, pour moi, est un exemple de ça. Le trade et le développement aussi de Jalen Johnson, plus le fait d'avoir nommé Quinn Snyder, qui à mon avis est un excellentissime coach NBA. Enfin voilà, j'ai beaucoup critiqué Atlanta quand je trouve qu'ils étaient critiquables. Là, il faut dire aussi que pour moi, sans faute, je sais pas, mais on est quand même sur une série de très très bons moves de la part d'Atlanta, donc c'est notable et il faut le noter. Et puis surtout, donc, je disais 2 futurs premiers choix de draft. En fait, je pense qu'on peut presque dire 3, parce que Dyson Daniels, grosso modo, il faut le considérer un peu comme un premier tour de draft, en fait. Mais limite, en fait, même plus que ça, c'est un premier tour de draft qui a déjà payé, en un sens. Et payé, pas dans le sens, ça va être une star, hein, mais payé dans le sens où on sait que c'est un bon joueur NBA. Alors que, dans un peu la réalité des probabilités de draft, vous regardez les tableaux de proba depuis 10, 15, 20, 30 ans, vous voyez que si vous êtes à moins d'être un pic dans le top 5, plus vous descendez, plus la proba elle est infime de trouver non pas une star, mais ne serait-ce qu'un joueur de rotation. Combien est-ce qu'on a de busts ou de mecs qui font des carrières, enfin pas de carrière, en étant draftés 8e, 12e, 15e, 18e, etc. Donc au final, on a 2 futurs choix de draft, et même Dyson Daniels, qui est un choix de draft, parce qu'il est encore très jeune, pour ça que j'en parle comme ça, mais avec déjà une certitude qu'il a réussi, quoi. Donc c'est très bien. Et d'ailleurs, on peut enchaîner un peu sur Dyson Daniels, que moi j'aime beaucoup. C'est un de mes chouchous, vous le savez, si vous écoutez le Basket Lab un peu régulièrement. Et j'aime beaucoup pour le package, mais en plus, pour Atlanta, c'est un joueur extrêmement jeune, qui a été choisi dans le top 10 en 2022, donc il n'y a même pas 2 ans, hein, pour le coup. Il était sophomore cette année, 8e choix en 2022, donc il y a pas mal de talent pur. Et puis encore très jeune, il a 21 ans. Donc c'est... Enfin voilà, c'est une vraie pièce pour le futur, potentiellement, s'il confirme un peu ce qu'on a vu. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est il y a un aspect d'instinct naturel pour le jeu qui est de très très haut niveau. C'est aussi pour ça qu'il a été connu depuis longtemps, qu'il a été drafté très haut, parce qu'on connaît le talent pur. Mais des instincts naturels pour le jeu de très haut niveau, un QI basket, plus l'aspect défensif où il est déjà très compétent. C'est pas juste des flashs, c'est déjà une très bonne défense au point d'attaque, mais aussi en défense off-ball, parce que il y a ces instincts, il y a ce QI, donc il y a cette compréhension de la défense off-ball, des mécanismes, etc. etc. Donc je pense que déjà, on a un défenseur compétent. Et notamment pourquoi ? Parce qu'on a aussi de très belles qualités athlétiques. Alors, pas forcément d'explosivité pure pour le coup, mais tout de même assez vif et surtout très puissant en fait. Très puissant avec, je crois qu'il fait 6,7 ou 6,8 de taille, plus des bras énormes en termes d'envergure, et donc un peu cette puissance déjà. Donc un alliage de finalement, mobilité d'appui latérale, même s'il n'a pas l'explosivité verticale de Uber athlète, mais en tout cas il y a la mobilité latérale, plus la puissance, plus les mains redoutables en défense, plus le QI basket, plus les instincts, plus, donc ça c'est la défense, mais on peut rajouter aussi, c'est déjà un très bon connecteur en attaque, c'est-à-dire un mec qui ne va pas créer le décalage, mais qui peut l'amplifier, de par son passing, son altruisme, là encore, les instincts, voilà, il y a un décalage, je peux attaquer un close-out, je fais l'extra pass, voilà, ce genre de choses, donc ça fluidifie le jeu. Après, c'est vrai que pour lui, on a déjà en l'état, je trouve, un bon joueur, mais quid de son développement ? Il y a 2 aspects un peu clés pour moi qui sont le shoot, et de l'autre côté, un peu tout ce qui est dribble et aspect de création. Mais c'est vrai que, bon, en fait, c'est des niveaux différents pour moi. Parce que le shoot, c'est ce qui peut le faire passer de défenseur, mais simple défenseur un peu gadget, à titulaire NBA à haut volume. Et puis ensuite, tout ce qui est dribble et création, c'est ce qui peut le faire passer de simple titulaire NBA ou simple joueur de rotation à un peu plus typé star, ou en tout cas plus de responsabilités, etc. Mais le premier palier, donc, c'est le shoot. Et c'est vrai que c'est ce qui bloque un peu pour l'instant, hein. Alors, on n'a pas non plus des échantillons énormes parce que il n'a pas beaucoup joué depuis 2 ans. Enfin, il joue, hein, mais il n'y a pas un minutage qui est énorme. Il n'y a pas un rôle offensif énorme. Donc, notamment, les indicateurs classiques, c'est 3 points et lancer franc. 3 points, 31%, donc largement en dessous de la moyenne. Mais c'est que 221 tentatives en 2 ans. C'est pas énorme, mais en tout cas, sur ce petit échantillon, pas encore représentatif, mais ça commence un peu à l'être. 31%, c'est pas top. Et puis surtout, on recoupe avec le 64% en lancer franc, qui est très très peu impressionnant. Vous savez que shooter des lancers francs et des jump shots et 3 points, c'est corrélé aux mêmes qualités, hein, de mémoire gestuelle, etc. Donc on a bien regardé ça. Donc 64% lancers francs, ça ne crie pas, il y a un bon shooter quelque part. En tout cas, pas pour l'instant. Mais là encore, en plus, on n'est même pas sur 100 tentatives de lancer franc en 2 ans de carrière, donc il est peut-être encore trop tôt pour dire quoi que ce soit de définitif. Mais c'est vrai que le premier palier
ce serait celui-ci, le shoot. Et puis après, il y aurait tout ce qui est dribble, pour débloquer un peu tout ce qui est slashing, création pure balle en main, éventuellement faire un peu de pick and roll, de post-up, parce qu'avec sa carrure, ça peut être un mec qui peut attaquer des mismatchs, de slashing, pourquoi pas un peu de pull-up aussi, éventuellement, dans un scénario idéal. Voilà, l'attaque et la création pure est totalement à faire, mais en l'état, on a déjà un très bon défenseur, très bon joueur de rotation, en fait, je pense. Idéalement, on veut un shoot là-dessus pour qu'il joue 30 minutes par match plutôt que 22, en fait. Mais voilà, déjà en l'état, on a un défenseur connecteur. Voilà, ce rôle un peu de défenseur d'élite, plus connecteur, fluidificateur de jeu, même s'il ne pourra pas passer des tonnes de temps sur le terrain s'il n'y a pas de shoot. Mais voilà, notamment, il y a un aspect, je crois qu'on en avait parlé dans le bilan 2024 des Pelicans, mais on est à 2,6% de steal percentage. C'est un des meilleurs de NBA. Et passer la barre symbolique des 2%, c'est les playmakers défensifs, donc les créateurs d'interceptions les plus redoutables de NBA. Et c'est souvent un indicateur de l'instinct, du QI basket et de ce genre de choses. Et non seulement il a des mains, mais en plus il a le cerveau, quoi. Donc on a vraiment affaire à un des meilleurs défenseurs extérieurs de NBA, à mon avis, avec défense on-ball, off-ball, et pas que off-ball sur la rotation, le close-out, prendre le rebond, etc. Il y a aussi donc de créer des actions. Playmaking défensif, 2,6% de steal percentage et même quasiment 1% de block percentage aussi. Donc voilà, ça c'est très bien. Et bon, je vais pas refaire le refrain, mais moi ce que j'aime bien, c'est que un système héliocentrique, pour moi, en 2024, ça peut marcher, mais quand tu l'entoures de connecteurs. On peut plus totalement être dans le modèle d'avant, le modèle James Harden, où tu as un créateur, tu fais venir un pick and roll et autour tu as des shooters un peu statiques. Ça marche plus parce que les défenses actuelles sont très dynamiques, très polymorphes, elles s'adaptent, très malléables, et donc il y a cet aspect où en fait, non, il faut être capable de jouer en mouvement en fait, et y compris tes shooters. Donc on n'est plus en 2017 ou en 2018, on peut plus avoir un PJ Tucker, un Trevor Ariza et un troisième mec qui sait pas trop bouger. Non, il faut qu'on ait, pour un système héliocentrique, beaucoup de connecteurs. Parce que grosse pression sur Trae Young, ça libère, et puis ensuite il faut que tu aies ton role player qui soit capable de tirer profit de ce décalage. Donc j'en avais déjà parlé l'été dernier avec Dallas qui était allé chercher des Grant Williams, Josh Green qui était déjà dans l'effectif, mais bref, cet aspect de amener de la connexion, donc des fluidificateurs de jeu autour du style de jeu un peu rigide, héliocentrique de Luka Doncic. Donc Irving peut faire ça, Grant Williams, et puis ensuite maintenant PJ Washington peut faire ça, Quentin Grimes aussi qui a été recruté à la place de Josh Green, qui est un excellentissime connecteur. Voilà, dans un système héliocentrique, il faut des fluidificateurs pour faire marcher la machine parce que de base c'est un peu rigide, donc il y a besoin de ça. Et moi j'adore ce recrutement pour ça. Vraiment j'adore parce que au-delà de la défense qui va faire beaucoup de bien à Atlanta, qui était une des pires défenses de NBA, notamment sur la défense off-ball, la gestion des cuts, plein de choses, ça fait du bien. Mais en plus, donc, on a ce côté de altruisme, instinct, passing, connexion. Donc ça fait du bien. C'est assez génial. Et puis, surtout, là où c'est un bon coup pour Atlanta, c'est au niveau des salaires. Parce que, là encore, moi, j'étais pas fan de Dejounte Murray, pas trop fan de l'association et du fit dans cette équipe-là. Ailleurs, ça pourrait être mieux. D'ailleurs, on va y arriver. Ça peut être mieux ailleurs, mais j'étais pas fan en 2022, et j'étais surtout pas fan en 2023, un an après, où on avait déjà vu que ça marchait pas, et pourtant, Dejounte Murray avait été prolongé. Alors, il y a aussi une raison à ça, c'est parce que, justement, 2024, c'était fin de contrat. Donc, en fait, c'était pas forcément un truc pour dire on va de garder long terme. D'ailleurs, on voit bien que c'était pas le cas. C'était pas pour dire, ok, on va renforcer un peu ça, et long terme, on va garder Trae Young, Dejounte Murray. Non, c'était aussi un aspect de rétention de valeur, en fait. C'est la NBA, il y a toujours cet aspect hyper important dans une NBA avec des règles de salary cap. Et voilà, tu peux pas laisser partir de la valeur pour rien, donc vaut mieux prolonger et échanger. Mais voilà, c'est vrai qu'on était passé d'un mec qui était à 17 millions encore cette année à un mec qui a un nouveau contrat entre 2025 et 2028 qui va être à 25, 27, 29, 31 millions. Bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est vrai que c'était quand même plus qu'actuellement, et surtout pour un joueur qui n'était pas un bon fit, ça m'inquiétait un peu. Et là, donc, pourtant, non seulement il échange, mais en plus, ils n'ont pas trop dû payer ce gros contrat, eux. Parce que la prolongation était de manière anticipée et le nouveau contrat n'était pas encore entré en compte. Donc là, on était encore sur les standards d'avant de 17 millions plutôt que 27. Donc bref, voilà, c'est aussi un point bonus, c'est que on l'a prolongé, qui pouvait être aussi un risque, parce que si personne n'en veut, tu l'as prolongé, tu te dis non mais je le prolonge pour l'échanger, mais si personne n'en veut, t'es bloqué avec, donc ça pouvait être aussi un risque. Bon, en l'occurrence, coup parfait parce que tu le prolonges, il part pas en free agency, et plutôt, à la place, il aurait pu partir en free agent, sans ça, cet été, je veux dire. Mais à la place, il est sous contrat, t'échanges le contrat, qui est un contrat un peu au-dessus de ce qu'il avait avant, mais c'est même pas toi qui vas le payer. Donc, ouais, pour moi, on est beaucoup plus que sur du sauver les meubles.
sur cet échange côté Atlanta. On est sur un vrai bon coup de plein de points de vue. D'ailleurs, on a parlé de connecteur, mais Larry Nance aussi, qui est un très bon connecteur depuis son poste de pivot. Le passing sur short roll, les dribble end-off, le passing de extra pass, etc. Donc ça, Dyson Daniels, qui est encore hyper jeune, qui peut rentrer dans le projet pour la défense, peut-être pour l'attaque, si on voit le développement aussi. Tu enlèves Dejounte Murray qui était pas forcément un bon fit. Finalement, dans cette équipe, il ne manque plus qu'un pivot, j'ai l'impression. Parce que Capella, ça se fait vieux, parce qu'Okongwu, ça peine un peu à confirmer, au moins en défense. Et je me demande à quel point est-ce que le coup parfait, ça pourrait pas être Nick Claxton, qui lui a été prolongé par Brooklyn, mais c'est pareil, prolongé pour pas qu'il parte gratuitement, en fait, à la free agency, à cette free agency d'ailleurs, 2024. Maintenant, il a été prolongé, il a son gros contrat, donc on sait que Brooklyn, ça va reconstruire. Lui, c'est pas qu'il est trop vieux, mais ça peut te permettre d'avoir plein d'assets futurs. Donc, moi, je pense que un mec comme Nick Claxton, ça peut être parfait parce que Trae Young, pick and roll, il a besoin d'une menace verticale, un peu comme Luka Doncic, c'est important. C'est peut-être même aussi important d'avoir ce côté menace verticale de pick and roll plus qu'un passeur de short roll avec ces mecs-là, même si idéalement, tu veux les deux. Mais voilà, je pense que Claxton pourrait être un peu le coup parfait. Alors, je sais pas comment est-ce que tu pourrais faire ça au niveau de la trade deadline de février. Ça pourrait être un peu de... justement, un peu de Capella, voire même Okongwu, parce que à Brooklyn, peut-être l'intérêt de Okongwu, c'est peut-être l'attaque, un peu plus balle en main, donc tu lui laisserais un peu le champ libre pour se développer. Et en attendant, Atlanta qui veut un peu décoller un peu plus vite, tu prends Claxton qui a la verticalité, mais aussi une défense qui peut être d'élite. Ça peut en choquer certains, mais de très très bon niveau, la défense de Claxton. Donc voilà, franchement, ça pourrait être un excellent coup avec Claxton, avec à côté Jalen Johnson, le profil plutôt poste 4, très polyvalent et très connecteur, lui justement. Trae Young, qui a les rênes de l'attaque, plus des shooters, plus Dyson Daniels, voilà. Ça peut être pas mal. Et on est d'accord, un système héliocentrique, c'est pas parfait. Ça a des limites, ça a un plafond qui est peut-être plus bas dans la majorité des cas qu'un système parfait. Mais c'est quand même pas mal, quoi. Et tu peux être très fort avec de l'héliocentrisme. D'ailleurs, on a vu que Luka Doncic, il est arrivé jusqu'en finale NBA, au passage. Et James Harden, il a failli arriver au titre. Il est tombé sur la meilleure équipe de l'histoire de la NBA en 2018. Quasiment, j'exagère, mais voilà, il y a un peu cet aspect où, oui, c'est pas parfait, mais ça veut pas dire que c'est pas bon. Et surtout, il vaut mieux un héliocentrique qui a un plafond bas, relativement bas, comparé à d'autres projets, mais vaut mieux ça qu'un projet où le fit est pas bon du tout, avec Trae Young plus Dejounte Murray. Ça marchait pas. Donc, voilà. Côté Atlanta, franchement, j'aime beaucoup. Entre le côté gestion des assets, entre le côté prix qu'ils ont réussi à récupérer, entre le jeune qu'ils ont réussi à récupérer, entre se débarrasser entre guillemets de Dejounte Murray avec qui ça matchait pas trop, etc., etc. Pour moi, si on devait faire le petit jeu des notes, je mettrais un A plus pour Atlanta parce que c'est vraiment assez impressionnant. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.